linguiste surtout, c'est un symbole signifiant. Ce choix-là du titre est un symbole signifiant pour une unité politique du Maghreb, des peuples, qui reste à construire de façon pérenne. Je tiens aussi à remercier chaleureusement Ahmed Rida Abbas, non seulement parce qu'il est à l'origine de notre rencontre d'aujourd'hui, mais surtout pour son engagement total à défendre et à mieux faire connaître les richesses poétiques et mélodiques du Malouf tunisien. Et bien sûr, mes remerciements s'adressent également à toutes celles et à tous ceux musiciens et chanteurs qui l'entourent. Car celles et ceux qui s'activent à valoriser chaque parcelle de la culture spécifique maghrébine sont à mes yeux des bâtisseurs héroïques de la nécessaire union politique du Maghreb, dont le but essentiel doit être au service de défense des intérêts légitimes de ses citoyennes et de ses citoyens. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi encore de prendre quelques minutes pour rendre un hommage vibrant au plus grand musicologue du monde arabo-berbéro-musulman, Mahmoud Gattat, tunisien, vivant en Tunisie et internationalement connu et reconnu. Je lui dois cet hommage pour au moins deux raisons majeures. D'une part, parce qu'il m'a donné l'immense privilège de publier ses deux œuvres les plus importantes, alors qu'il pouvait aisément confier leur publication à des éditeurs parisiens, par exemple, incomparablement plus prestigieux que la maison d'édition que je dirige, les Patriarches d'Ar el-Nous, ça veut dire la maison de la convivialité. D'autre part, parce que le premier de ces ouvrages, la musique arabo-andalouse, l'empreinte du Maghreb, demeure à ce jour la somme académique la plus complète et la plus aboutie en matière de connaissances sur la musique savante maghrébo-andalouse, et donc la meilleure connaissance historique et technique possible sur le Malouf tunisien en particulier. Le deuxième point, ou le deuxième ouvrage que voici, qui porte en titre « Musique du monde arabo-musulman, guide bibliographique et discographique, approche analytique et critique ». Cet ouvrage est unique au monde. Il n'a pas d'équivalence dans n'importe quelle autre langue que la langue française. C'est pourquoi, pour tous les chercheurs, pour les musicologues et chercheurs en anthropologie culturelle, en particulier, qui s'intéressent au domaine musicologique maghrébin ou arabe, d'une façon plus générale, sont obligés de passer par ce livre. Parce qu'il n'y a pas d'autre livre qui recense l'intégralité des écrits musicaux et paramusicaux traitant de la musique arabe dans l'ensemble du monde civilisationnel arabo-musulman. C'est 40 ans de travail de Mahmoud Gattat. Et chaque écrit, dans arabe, toujours, est donné, le titre en est donné, et un commentaire du contenu du livre est donné. Donc tous les écrits, depuis que la langue arabe est devenue langue de capitalisation et de communication du savoir, c'est-à-dire depuis, on va dire, la fin du 8e siècle, donc tous les livres écrits en langue arabe sont recensés, donc de la fin du 8e siècle, début du 9e siècle,
jusqu'au milieu du XXe siècle. Et chacun des titres en arabe est traduit en français, et le plus important, le contenu de ces livres est donné. Ce qui fait que les chercheurs du monde qui voudraient aller plus loin, ça leur fait gagner un temps fou. Ils sont obligés de passer par ce livre pour savoir, par exemple, surtout en ce qui concerne les manuscrits non publiés, quel est le contenu de ces manuscrits, et ça leur fait gagner des mois de recherche et de travail. Voilà. C'est pourquoi on peut dire que ce livre est un hommage à la langue française. Elle place la langue française au niveau de la recherche fondamentale. Chacun le sait, si on ne maîtrise pas l'anglais, on est pratiquement hors circuit dans toutes les disciplines. Eh bien, grâce à Mahmoud Gattat, tunisien, qui a l'avantage d'avoir une maîtrise époustouflante de la langue arabe, la langue française est portée au sommet de la référence en matière de recherche fondamentale. Donc, en principe, les autorités françaises devraient le décorer pour la promotion de la langue française. Et moi, je suis qu'un petit éditeur qui a participé, et nous avons beaucoup travaillé ensemble pour faire ce choix d'un livre unique sur donc, toute la bibliographie en langue arabe qui existe, commentée, analysée, et puis une série de livres également, écrits sur les musiques arabes par d'autres auteurs, qu'ils soient français, allemands, américains, japonais, ou d'autres nationalités. Là également, vous avez ces listes, cette liste complète, et vous avez un aperçu discographique qui est très intéressant, sur lequel j'insiste beaucoup, parce que ça c'est quelque chose plutôt de rare dans les écrits concernant nos musiques, parce que ça soulève une question de terminologie musicale. Par exemple, dans la tradition marocaine, il y a une façon de nommer le rythme, le genre, la forme musicale ou poétique, etc., qui n'est pas exactement la même que celle employée, ou d'une façon totalement la même, de celle qui est employée dans la tradition algérienne ou dans la tradition tunisienne, et vice-versa, bien sûr. Hein. Et donc, dans la partie discographique, vous avez, par exemple, pour la tradition marocaine, un certain nombre de symboles qui entourent la terminologie utilisée pour les formes musicales, pour le genre, pour les rythmes, qui permet à un lecteur de savoir où il en est. Un lecteur tunisien a dit, tiens, chez nous on dit ça différemment. Voilà. Et donc, ça c'est le travail de Mahmoud Gattat, et pour moi c'est de l'or. En fait, du point de vue de la pédagogie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi je suis algérien, je connais surtout bien, on va dire, la tradition algérienne, qui va du Ramladé en passant par la Sanaa jusqu'au Malouf. Hein, mais le Malouf constantinois, il y a des différences par rapport au Malouf tunisien, et il y a une interaction entre le Malouf tunisien et le Malouf constantinois, lesquels sont aussi différents du Malouf tunisien, du Malouf libyen, par exemple. Bon, voilà, ça c'est un problème de terminologie que j'évoquerai tout à l'heure. Alors, je dis qu'il s'agit bien de tous les écrits en langue arabe, comme je viens de vous dire, du 8e siècle, fin du 8e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, mais aussi des manuscrits en langue arabe, car il faut savoir que pour décrypter ces manuscrits, si parmi vous, vous avez pu rencontrer des manuscrits de langue arabe dans l'écriture du 9e, 10e, 11e siècle, c'est des hiéroglyphes, hein. Il faut bosser, hein, il faut décrypter tout ça et dire le contenu de ces manuscrits. Alors, chapeau à Mahmoud Gattat, vraiment. C'est pour ça que j'ai tenu à lui rendre un hommage exceptionnel en préliminaire à mon intervention. Voilà, donc, maintenant, nous allons essayer d'aller dans le vif du sujet, pour lequel j'ai été invité à parler devant vous. Alors,
en ouverture de mon propos sur le Melouf tunisien, il m'est apparu utile, tant sur le plan de la méthodologie que sur le plan de la pédagogie, de vous brosser comme ça un point d'histoire sur les origines de cette musique que moi je voudrais bien qu'on nomme musique savante maghrébo-andalouse et pas arabo-andalouse. Je dirai pourquoi tout à l'heure, parce que les terminologies ne sont jamais neutres. Donc il m'est apparu qu'il était important que je vous dresse un peu un tableau comme ça d'ensemble pour savoir d'où vient cette musique, comment elle s'est construite, et puis ensuite on va tirer les leçons de ce constat. Qu'est-ce que ma présentation de cette histoire, des origines de cette musique, nous enseigne? Alors je commencerai par dire que autour de cette musique savante maghrébo-andalouse, qu'on appelle faussement, même si le titre de Mahmoud Ghatat, son premier livre, La musique arabo-andalouse, l'empreinte du Maghreb, on en a beaucoup parlé, et on a conservé arabo-andalou parce que c'est comme ça connu en Europe, etc., et que les exigences du marketing font qu'on a mis de côté les thèses académiques. Voilà, mais nous partageons, lui et moi, ce souci d'être très précis du point de vue de la terminologie pour éviter des manipulations indues. J'en dirai quelque chose tout à l'heure. Donc, sur l'origine de cette musique, il y a beaucoup de légendes. Je résume. La principale légende consiste à dire que cette musique a été entièrement fabriquée, construite en Andalousie sous occupation musulmane. Et que cette musique a été ramenée au Maghreb à la semelle des chaussures des musulmans et des juifs expulsés d'Espagne et qui sont allés vers le Maghreb. Voilà le postulat fondamental qui est présenté même dans des revues sérieuses, je veux dire. Voilà, c'est ce qu'on raconte, donc c'est une légende. La deuxième légende renvoie au fait qu'on présente la naissance de cette musique sous l'impulsion de Ziryeb. Ziryeb est un très grand musicien qui a créé une école en Andalousie. Il est mort au 8e siècle, fin du 8e siècle. Lorsque il s'est éteint, la colonne vertébrale de cette tradition, c'est-à-dire le mouéchah, la poésie strophique, n'existait pas. Dans la littérature arabe, en termes poétiques, ce qui existait, c'était la qasida, la poésie monorime. Et il n'existe pas de mouéchah, de poésie strophique, qui est la colonne vertébrale de toutes ces traditions musicales dites arabo-andalouses, du Maghreb du Maroc jusqu'en Libye. Donc, on voit bien que là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre où on forge une histoire, une légende. Par exemple, sur Ziryeb, si vous avez connaissance de l'œuvre, il y a 6000 pages, de El-Baqarri, c'est un historien, chroniqueur, comme vous voulez, qui a écrit Nef Haqqib, et où il y a 7 versions sur Ziryeb. Aucune n'est identique à l'autre. Et on a retenu la version la plus courante qui circule concernant Ziryeb, et celle qui consiste à présenter Ziryeb comme ayant été à l'école sous le califat abbasside, à l'école abbasside donc de El-Mawsili, et que ayant fait une prestation époustouflante en présence
du calife Haroun Rachid, eh bien, ça a généré la jalousie de Al-Morsili, et que cette jalousie aurait fait qu'il a dû fuir vers le Maghreb, passant par la Tunisie, ensuite allant en Andalousie, où il devait proposer ses services à Abd al-Rahman, un gouverneur de Omeyyade de Cordoue. Alors, ça c'est une légende également. Personne ne peut faire la démonstration plausible, c'est-à-dire vérifiée par l'histoire, que Ziryab a fait vraiment escale en Tunisie, puis ayant, c'est ce que racontent les historiens arabes, hein, puis ayant humilié un chef, un gouverneur tunisien, il a dû fuir encore une deuxième fois pour aller en Andalousie. Voilà. Alors, voilà pour les légendes. Donc, on retient, que Ziryab est mort alors que ce qu'on appelle la poésie post-classique arabe, c'est-à-dire le mouachar, qui est chanté dans les corpus tunisiens, algériens et marocains en particulier, n'existait pas. Puisque les mouachahoun interviennent qu'à la fin du XIe siècle. Donc il n'y avait pas de schéma de nouba, au sens de la construction de la nouba, telle que la tradition orale nous l'a transmise avant la fin du XIe siècle. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas la poésie qui va avec. Elle n'existait pas. Les mots échahoun, ça commence à la fin du XIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, XIVe siècle. Voilà une raison incontestable sur le plan historique. Donc, maintenant, d'une façon un peu plus académique, une autre légende tient à quelque chose sur quoi je travaille beaucoup, c'est la question de l'étymologie arabe. Alors on explique dans l'encyclopédie de l'islam, c'est une très grande référence, incontestablement, que le mot mouachah serait d'origine arabe et désignerait une musique aussi belle que pourrait l'être une belle ceinture, un beau vêtement féminin. Pourquoi cette explication? Parce que ce mot mouachah, dans une démarche de type ethnocentrique, les Arabes se le sont appropriés à partir d'une tradition syriaque. Dans la tradition syriaque, il y a un mot qu'on nomme moshhata, qui veut dire maître de poésie, qui renvoie à un genre poétique qui existait dans la tradition syriaque, qui n'était pas le même, mais ça existait, et ça veut dire également mathématique. Et ce mot mouachah, en arabe, à ce moment-là, eh bien, a été utilisé par un grand philosophe qui s'appelle El-Kendi dans un livre qui porte comme titre le mot mouachah, mais pour désigner des mathématiques. Alors, la racine arabe du mot mouachah, washaha, renvoie à l'idée de couverture, de vêtements. Et donc, on a forgé une sémantique qui n'a rien à voir avec la musique. Dans le mot arabe, vous pouvez chercher dans tous les dictionnaires arabes, vous ne trouverez pour la racine arabe wishah, d'où mouachah, aucune relation à la musique. Donc on a forgé une sémantique, un sens. Pourquoi? Parce que, eh bien déjà au XIe siècle, nous étions rentrés dans un processus de décadence de la civilisation arabo-musulmane.
Et ce processus de décadence de la civilisation